Bonjour Georges Corventon et bienvenue à cette émission. On va commencer à parler de Port-au-Prince, mais avant, j'aimerais vous poser une question. Depuis combien d'années consacrez-vous vos recherches à la ville de Port-au-Prince? J'ai commencé mes recherches dans les années 60. J'étais fonctionnaire au ministère des Finances et je consacrais mes après-midi à ces recherches parce que ces recherches me permettaient de sortir un petit peu de l'ambiance. De la routine. De l'ambiance de l'époque surtout, qui n'était pas une ambiance vraiment agréable. Alors ça m'a permis de faire des recherches et j'ai été tout étonné de me rendre compte que ces recherches m'avaient amené à écrire cette série. Donc c'est surtout dans les années 60 que j'ai commencé. Donc vous n'êtes pas historien par métier, sinon simplement par occasion. Par goût. Oui, c'est ça. Vous l'êtes devenu. Oui, je le suis devenu. Mais c'était pas comme ça avant parce que j'ai toujours aimé l'histoire. Mais je n'ai jamais pensé à écrire des livres d'histoire. Bah oui. Mais donc ce qui fait que c'est arrivé comme ça. Et je crois que c'est pas mauvais. Et vous continuez. Et je voudrais bien continuer, mais je suis tellement pris par toutes sortes d'autres occupations que j'hésite un petit peu à vous répondre. Mais c'est pas que je n'aimerais pas le faire. Quand même, on essaiera, on verra. Oui, parce que j'avais cru comprendre que vous étiez arrêté aux années 50 et que vous ne vouliez plus continuer. Oui, mais étant donné que j'avais vécu à l'époque de ma gloire, que c'est une époque qui m'a laissé de bons souvenirs, personnellement, je ne parle pas pour tout le monde. Donc, je crois que j'aimerais bien écrire aussi sur cette époque. D'autant que je me suis déjà documenté. Le tout, c'est de pouvoir trouver le temps pour m'y consacrer. Parce qu'à ce moment-là, il faut s'y consacrer entièrement. Mais avant peut-être d'aborder le sujet même de l'histoire de la ville, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous pouvez faire un tel travail. Parce que, bon, on ne peut pas dire que nous ayons des archives très bien organisées. Où est-ce que vous trouvez le matériau pour réaliser ce travail qui est tout un travail de titan? Bon, principalement, le côté intéressant pour moi des recherches, c'est d'effectuer surtout dans les journaux de l'époque. J'ai pu trouver heureusement de bonnes collections de journaux dès l'époque coloniale et jusqu'à la période où nous sommes arrivés. Et je dois faire ressortir aussi qu'à cette époque, les journaux s'intéressaient beaucoup plus d'informer leurs lecteurs de tout ce qui se passait, n'est-ce pas vrai, dans la ville. Et tous ces faits-là c'est des faits inédits, et c'est pourquoi j'ai pu m'y intéresser, et c'est la raison aussi qui fait que tous ces événements-là que personne ne connaissait, maintenant on les connaît, grâce précisément à ces collections de journaux anciens. Je déplore un petit peu que maintenant on ne parle pas beaucoup de choses, de tout ce qui se passe maintenant. Mais je pense que on pourra y revenir parce que je crois que ça intéresse aussi le lecteur de savoir tout ce qui se passe et pas seulement des choses négatives, mais aussi des choses positives. Monsieur Corventon, on va commencer peut-être avant de passer à la vie culturelle de l'histoire, dans l'histoire de notre capitale, parler un petit peu de sa fondation. Et hors micro tout à l'heure, Monique vous disait Jacmel est plus vieille que Port-au-Prince et c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. On a l'impression que parce que Port-au-Prince est la capitale et est devenue presque le centre du monde pour nous, on a l'impression que Port-au-Prince a toujours existé. Oui, on peut avoir cette impression, mais elle est fausse quand même. Le fait, c'est que finalement, Port-au-Prince n'a pas été la première capitale de ce domaine. Port-de-Paix l'a été, Petit-Goâve l'a été, Léogane. Mais on cherchait un point central de la colonie pour avoir une ville capitale. Et c'est ainsi qu'on a pu enfin se décider pour Port-au-Prince, qui s'appelait à cette époque l'hôpital. La zone s'appelait à cette époque la zone de l'hôpital. Et celui qui finalement a porté le gouvernement français à se décider à faire ce choix, c'est celui qui était gouverneur à l'époque et qui s'appelait le marquis de Larnage. Plusieurs enquêteurs qui avaient été envoyés auparavant avaient trouvé des raisons pour qu'on ne puisse pas construire cette capitale à l'hôpital. Mais lui, Larnage, après beaucoup d'insistance,
et faisant aussi ressortir quels étaient les avantages qu'on pourrait avoir en construisant la capitale à l'hôpital. Et à ce moment-là, donc, le gouvernement français a enfin été obligé, s'est enfin décidé à donner son accord. Et c'est ainsi que Larnage et Maillard on fait sortir les ordonnances de 1743 qui fondaient la ville. Mais on s'arrête plutôt aux ordonnances de 49 parce que en 43, il y a eu la guerre franco-anglaise et à cause de ça, il n'y avait pas moyen de concrétiser ce qui avait été décidé. Ce n'est qu'à la paix, qu'au retour de la paix, en 49, qu'on l'a fait. Mais malheureusement, Larnage était déjà mort. Mais quand même, c'est le choix qu'il avait fait qui avait prévalu. Et cette ville, donc, a été décidée, construite, il y avait eu des plans, donc c'était pas un lieu qui a grandi et qui est devenu autre chose. C'est vraiment un lieu qui a été choisi comme capitale. C'est ça, qui a été fondé, pour lesquels on a eu des réglementations qui faisaient ressortir comment et tracer la ville. Et je crois que le gouvernement français avait tenu à avoir une ville assez moderne. Et c'est la raison pour laquelle, dans le tracé même de la ville, on remarque que, contrairement au Cap, contrairement aux autres villes qui existaient avant, à Jacmel, on a des rues beaucoup plus larges. On n'a pas de rues étroites. On s'était inspiré du traité d'un ingénieur français qui s'appelle Bélidor. Et c'est à partir de ça qu'on a qu'on s'est basé pour le tracé de la ville et tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il devait lui donner, c'est son importance, tant au point de vue urbain qu'au point de vue stratégique, au point de vue de tout ce qui concerne une ville. Ça arrive dans l'histoire de certains pays que les hommes décident, les gouvernants décident de mettre une capitale à tel endroit, je pense au Brésil par exemple, et que, bon, ça ne prenne pas, la mayonnaise ne prend pas. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y avait des pour et des contre concernant l'emplacement de cette ville. Est-ce que ça a pris tout de suite? Est-ce que Port-au-Prince, une fois choisi, les travaux ont commencé, la ville a été bâtie, est-ce que c'est vraiment devenu la capitale? Elle est surtout devenue la capitale politique. Elle est devenue aussi, au fur et à mesure, un centre commercial assez important. Mais Port-au-Prince était nettement, à ce point de vue-là, était nettement surclassé par le Cap. D'abord, le Cap était bien plus grand et c'était surtout le centre économique et commercial de la colonie, le Cap. Mais Port-au-Prince était... Et précisément, on pourrait faire en sorte que les Capois ne se formalisent pas trop, et bien, on demandait toujours au gouverneur d'aller passer 2 ou 3 mois au Cap pour que les Capois sentent aussi que le gouverneur s'intéressait à leur ville. Mais au fond, comme je le crois, comme c'était la réalité, le Port-au-Prince a été une ville, la capitale politique. Parce que c'est là que se tenait le gouverneur, l'intendant et l'administration coloniale. Et cette vocation commerciale que le centre-ville de Port-au-Prince a maintenant, est-ce que ça l'avait depuis l'époque ou bien, en fait, le Port-au-Prince, le centre de Port-au-Prince était plutôt un endroit d'habitation pour les administrations et puis les responsables de l'administration? Bon, écoutez, c'est pendant jusque très, très tard, pendant longtemps, le centre, ce qu'on appelle aujourd'hui le bord-de-mer, était un centre réservé effectivement au commerce. Mais les habitants de la ville, c'était dans leur maison de commerce qu'ils logeaient. Et la ville était jusqu'à Salomon, la ville est restée circonscrite à son étendue de ville coloniale. Ce n'est qu'à partir de 1880, à partir de Salomon, que la ville a commencé à s'étendre. Pourquoi? Parce que les gens, les incendies étaient tellement nombreux, puisque c'était une ville en bois, contrairement au Cap.
les incendies, les habitants souffraient tellement de ces incendies que ils décidèrent, surtout après le gros incendie du 22 septembre 1883, qui avait ravagé presque tout le quartier commerçant, ils décidèrent à ce moment-là d'aller un petit peu plus loin et de construire la maison là, de nouveaux quartiers qui n'étaient alors à ce moment-là que des bois. C'est à ce moment-là que la ville a commencé à s'étendre et qu'on a eu des quartiers plutôt résidentiels. Mais avant, les résidences et le négoce et le commerce faisaient bon ménage et restaient au même endroit. Nous allons revenir tout à l'heure à notre thème d'aujourd'hui. Nous allons justement commencer à parler de cette Port-au-Prince culturel qui est le centre de notre émission. Corventon, on va maintenant parler de Port-au-Prince culturel. Est-ce que dès le tout début, à l'époque de la colonie donc, est-ce qu'il y a eu une vie culturelle à Port-au-Prince ou bien est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une ville administrative, une ville avec un peu de commerce et que tout l'aspect culturel formel était réservé, par exemple, je pense au Cap? Non, nous ne pourrions pas le dire. C'était une ville politique, c'était une ville aussi commerciale, mais les habitants de Port-au-Prince cherchaient toujours le moyen de sortir précisément de cette ambiance de négoce. Et la plus grande acquisition qu'ils aient pu faire dans ce sens, c'est la création du théâtre. C'est sur la place, sur le marché que nous appelons le marché Vallière, voyez-vous, que le théâtre fut construit. C'était un théâtre un assez grand théâtre pour l'époque, puisqu'il pouvait contenir près de 800 personnes. Oh. Et ce théâtre, voyez-vous, on l'appelait à l'époque la comédie. Et je crois que c'est ce théâtre qui était le centre de la vie culturelle à Port-au-Prince. On a eu, jusqu'à la période de la Révolution, énormément de pièces qui ont été jouées. Vous aviez même des troupes qui venaient de France pour se produire ici à Port-au-Prince. Et il y a eu aussi des acteurs, même il y avait des acteurs indigènes. On a retenu surtout le nom d'une jeune actrice de couleur qui s'appelait Minette et qui était très appréciée comme actrice. Et je pense que cette vie culturelle était une vie qui était... Et vous savez que non seulement que c'était les Blancs qui s'y intéressaient, mais aussi les affranchis, puisque dans ce théâtre, il était réservé un endroit où les affranchis pouvaient s'asseoir, parce qu'ils ne pouvaient pas se mêler aux Blancs. Oui, mais ils étaient quand même autorisés à entrer. Mais ils étaient autorisés à entrer. Et ils étaient intéressés aussi à aller au théâtre. Voyez-vous? Donc ça, le théâtre a eu beaucoup de succès. Vous aviez des pièces, la fée au gel, le devin du village, bon, tout ça, c'était des pièces qui étaient souvent reprises, ce qui montre que finalement, qu'on les appréciait. Mais en dehors du théâtre, il y avait autre chose aussi. Il y avait des balles, il y avait des concerts, voyez-vous, il y avait, qu'est-ce que je peux dire encore, pas mal d'activités, c'est vrai, que les habitants de la ville créaient pour pouvoir se distraire. Au fond, c'était pas du tout une ville qui s'occupait uniquement du négoce. Et je crois que celui qui a bien fait ressortir ça, c'est Jean Fouchard dans ses ouvrages, Plaisir de Saint-Domingue. Est-ce que, pour placer un des plaisirs de la vie sociale, qui n'est peut-être pas strictement culturel, est-ce qu'il y avait des lieux de promenade où les gens pouvaient aller, pour se rencontrer, déambuler, puis passer un moment agréable? Il n'y avait pas de rencontres. Bon, les gens se visitaient. Bon, alors ils se visitaient, et en se visitant, bon, ça donnait l'occasion de causer, de se voir, de maintenir une certaine activité sociale. Mais il n'y avait pas vraiment d'endroits spéciaux où on se réunissait. Par exemple, vous dites qu'il y a eu la construction d'un théâtre, donc c'était vraiment une volonté. Est-ce que dans les plans de cette
ville coloniale de Port-au-Prince, il y avait des parcs, par exemple. Il y avait des emplacements de parcs, Oui. mais au fond, il n'y avait pas vraiment de parc. Parce que, je ne sais pas, mais il faut vous dire aussi qu'il y a pas mal d'emplacements qui avaient été réservés à des jardins publics dans le plan initial et qui avaient, au fur et à mesure, été transformés en marché. On a eu la place de l'intendance, où il y a eu le marché que l'on appelle le marché en haut. Sous Bordeaux, ce marché avait été déplacé, mais la place est redevenue, c'est aussi un marché. On avait aussi le marché de la place Vallière, qui est devenu le marché Vallière. On avait aussi la place Royale, qui est devenu le marché Debout. Bon, maintenant ce n'est plus un marché, il y a un petit square là-dedans. Mais quand même, c'est pour vous dire que il y avait eu des emplacements prévus pour avoir des jardins. Malheureusement, l'administration coloniale et même l'administration haïtienne aussi ne s'est jamais souciée de faire en sorte que la ville bénéficie vraiment de jardins. C'est assez symptomatique, ça veut dire que c'est ce que Monique soulignait comme lieu de promenade, etc. En fait, n'était pas une préoccupation à cette époque-là. Non. Si le théâtre l'était, les jardins publics ou les parcs ne l'étaient pas. On peut le dire. Non. On peut le dire. On a eu un petit parc là, qui était petit, qui a été, ce n'est que sous Geffrard que ce parc a été, disons que dans le square, a été amélioré. C'était celui qu'on appelle aujourd'hui la place Geffrard. Mais c'était le seul. On va rester au théâtre, puisqu'on a commencé, c'était la bâtisse, la construction qui a attiré l'attention à l'époque de la colonie. Dans l'histoire de cette ville, les théâtres, est-ce que ça a continué à être une activité culturelle importante à Port-au-Prince, après cette comédie de l'époque coloniale, par la suite? Oui, par la suite, je dois dire que les habitants de Port-au-Prince, dès l'époque coloniale, se sont toujours intéressés au théâtre. Et même après l'indépendance, on avait pris goût au théâtre. Et jusqu'à la fin, tout au long du XIXe siècle, on a toujours assisté à des pièces que l'on offrait, que des troupes étrangères offraient, que des troupes aussi qui étaient formées ici à Port-au-Prince offraient. Je pense que c'est un genre qui a toujours été très prisé. Pour ce qui concerne les salles, Port-au-Prince n'a pas toujours eu des salles, mais sous Geffrard, on a eu la création du théâtre national, voyez-vous, qui était au fait un théâtre en plein air, où il y avait que des chaises à ciel ouvert, et ça créait des ennuis, car quand on annonçait une pièce, on prenait soin de dire que si vous remarquez que le temps est mauvais, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'était conditionnel. Aujourd'hui, sauf s'il pleut. Voilà. Donc, mais quand même, on venait. Bon, je crois qu'à un certain moment, ce théâtre a fini par être couvert. Alors, vous avez encore une salle qui a eu du succès. C'était la salle Urban, qui avait été aménagée par le commerçant Urban dans son grand magasin. Son magasin occupait actuellement le building actuel de la Uniboc. Et cette salle Urban était une salle aussi très courue. Bon, au fil des ans, on a eu d'autres salles, mais jamais vraiment de salles extraordinaires. C'était plutôt des petites salles. Il faudrait attendre jusqu'à les années 1910 pour avoir une salle convenable, qui était Parisiana. Et ensuite, quelques années après, on a eu aussi le ciné-variété. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'au fond, le théâtre avait été très bien été accueilli, et que pendant tout ce 19e siècle, on ne peut pas dire vraiment. Il y avait parfois des moments de ralentissement, par exemple, quand il y avait, par exemple, sous Salnave, où il y avait constamment la guerre civile. Mais au fond, c'était un genre très, très, très prisé.
Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que au siècle passé, il y avait plusieurs salles de théâtre, même si certaines étaient plus petites, de vie éphémère, mais il y a eu des moments où, à Port-au-Prince même, cohabitaient plusieurs salles. Non, avant, il n'y a pas eu vraiment plusieurs salles. Il n'y a pas eu vraiment plusieurs salles. Bon, ça ne dépassait jamais 2 ou 3 salles, voyez-vous. Mais il faut vous dire aussi que il y a une distraction en dehors du théâtre que les gens aimaient beaucoup, c'était les forains. Très souvent, les forains venaient ici, ils montaient leur tente dans les terrains vides et ça attirait beaucoup de monde. Donc il y a toute une tradition de forains, de cirque, comme ça, au fil des siècles. Pendant tout le 19e siècle, enfin, surtout sous Vincent. C'était courant d'avoir des cirques qui venaient ici, des écuyers, il y en a même qui venaient offrir des spectacles de feux, ils appelaient ça des feux pyriques, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce que nous appelons maintenant des feux d'artifice. Il y avait aussi des prestigitateurs. Tout ça, ces gens-là venaient régulièrement et ça a été comme ça jusque dans les années 40. Mais dites-moi, qu'est devenu la comédie, le théâtre colonial, la bâtisse, la construction? Oui, la construction. Malheureusement, elle fut victime de l'incendie. Elle fut victime de l'incendie, donc elle avait brûlé. Et c'était déjà tout près de l'indépendance ou bien avant même l'indépendance? Non, avant l'indépendance. Tout de suite avant l'indépendance. Tout de suite avant. Ça a été malheureux, mais ça a été ça. Et c'est pas tout de suite qu'on a eu une nouvelle salle, comme je vous disais. C'est bien après. Mais c'était quand même une salle très célèbre. Et vous avez cité un peu plus près de nous dans le temps, ciné-variété. Quand est-ce que le cinéma, par exemple, est arrivé à Port-au-Prince? Est-ce que c'est tout de suite comme ça s'est fait dans les pays d'Europe? Est-ce qu'on a été tout de suite en rapport avec le cinéma ou bien est-ce qu'il a fallu attendre longtemps? On n'a pas beaucoup attendu. On n'a pas beaucoup longtemps attendu. Parce que le cinéma... on a connu ici le cinéma à Port-au-Prince vers 1895. 96, c'est tout de suite, puisqu'il date de 1895. C'est ça. Tout de suite, alors, on l'a eu. Tout de suite. On a eu ça, c'était sous le gouvernement du président Sam. Et la première salle à avoir offert un spectacle cinématographique a été un cercle mondain qui s'appelait le cercle de Port-au-Prince. C'est pas le cercle port-au-princien, le cercle de Port-au-Prince. C'est là qu'on a eu la première projection de films cinématographiques. Et ça date, comme je vous dis, de Thierry Simon Sam. Et je dois dire que dès le début, tout le monde a été enthousiasmé de ce nouveau divertissement. Et ça a été, au fil des ans, ça n'a fait que grandir. Et il y a eu déjà donc dès le tout début, une salle, un endroit où les gens y ont été. C'était pas seulement les forains qui arrivaient avec une toile, etc. Non, c'est-à-dire qu'au début, avant la construction de Parisiana, de ciné-variété, il y avait ce qu'on appelait des projections itinérantes. C'est-à-dire que quelqu'un là avait son appareil de cinéma, il allait un peu partout, il allait au séminaire, il allait à Saint-Louis, il allait à la salle Marchand de l'Asile français et il offrait des séances cinématographiques. C'était pas fixé quelque part, voyez-vous. C'était plutôt des projections itinérantes. Ils allaient à l'hôtel Bellevue, voyez-vous. Donc c'est que ça a été comme ça. Bon, au fur et à mesure, quand on a eu des salles définitives telles que Parisiana, bon maintenant à ce moment-là, ça se donnait de ces salles, voyez-vous. Mais au début, c'était plutôt itinérant. Georges Corventon, si on parlait maintenant d'une autre distraction, d'un autre trait culturel haïtien, mais évidemment aussi port-au-princien, le carnaval, par exemple. Est-ce que le carnaval, première question idiote, est-ce que le carnaval a toujours existé?
C'est-à-dire, est-ce que dès le début de notre pays, dès l'indépendance, il y a eu quelque chose qui était ou l'ancêtre du carnaval, ou les premières... comment ça s'est passé? Bon, le carnaval a toujours existé, même à l'époque coloniale. Ah bon? Ah oui. À Port-au-Prince, vous aviez... D'abord, à tous ces tout honneur, parce que c'était eux qui dirigeaient le pays. Les Blancs organisaient des bals masqués. Voyez-vous. Alors, ça s'arrêtait surtout aux bals masqués. Mais il n'y avait pas de défilé, pas de contingent. Les Blancs avaient leur bal masqué, les affranchis avaient les leurs, et les esclaves, eux, on leur permettait de venir se réunir sur la place de l'intendance et de danser au son du tambour et tout, et en se déguisant avec des oripeaux qui servaient de masques. C'est ainsi que c'est pour vous dire qu'au fond, même à l'époque coloniale, on avait le carnaval. C'est quelque chose, c'est une sorte de distraction qui a toujours été très aimée de tout le monde, de toutes les classes sociales. Maintenant, après l'indépendance, ça a continué comme ça aussi. La période du carnaval était surtout marquée par des bals masqués, des bals travestis. Mais sous Boyer, il y a eu quelque chose de très spécial qui s'est produit. C'est que les jeunes du quartier du Mont-Natuf, qui était un quartier populaire, parce qu'à cette époque, on avait deux grands quartiers populaires, c'était le Mont-Natuf et le Bel-Air. Ils ont décidé, maintenant, à cette époque-là, ils ont décidé de ne pas se confiner chez eux et de sortir. C'est à ce moment-là qu'on a eu ce qu'on appelle la bande. La bande carnavalesque était née. Ce que nous connaissons, nous, comme carnaval. Voilà. Ça a été à partir de Boyer. Et comme ils avaient décidé de se déguiser en diable, alors cette bande s'est appelée la bande diable. C'était pour le quartier du Mont-Natuf. Et 2 ou 3 ans après, il y a eu une réaction au Bel-Air, et le Bel-Air a décidé aussi d'avoir sa bande carnavalesque, et ils se sont réunis et ont formé la bande Brillant Soleil. Donc ce qui fait que depuis cette époque, c'est à ce moment-là qu'on a eu les bandes carnavalesques qui ont pris les rues pour danser et tout. Et tout le monde acceptait ça, on l'aimait bien, puisque tout le monde sortait pour venir voir ces bandes. Et avec le temps, ça a pris plus d'extension. On a eu la bande Brillant Soleil a duré très longtemps au Bel-Air. Au Mont-Natuf, on a eu la bande, les Prussiens du Mont-Natuf. Donc ça a duré assez longtemps. Et à un certain moment, on a eu, comme je vous disais, pour le Mont-Natuf, on a eu les Prussiens du Mont-Natuf, et on a eu encore une autre bande qui avait beaucoup de succès, c'est la foudre. La foudre, je crois que c'était la foudre du ciel. C'était les bandes les plus connues et les mieux appréciées. Mais après, il y a eu une bande qui est apparue qui s'appelait la bande Mascaron. Et cette bande Mascaron a eu beaucoup de succès aussi. Et ce qui est assez bizarre, on arrivait même à accepter d'adopter les danses de cette bande, même dans les familles, quand on donnait des balles. C'est pour vous dire comment que cette bande était appréciée. Mais je dois vous dire aussi que c'était pas, quand même, il n'y avait rien de vraiment, des dessins d'obscènes, mais quand même c'était assez piquant, et c'est la raison pour laquelle cette bande était appréciée. Bon, maintenant, après ça, on a eu comme bande, bon, ça continue comme ça pendant tout le 19e siècle. Il y a eu des moments où c'était moins brisé que d'autres. Et on arrive maintenant au début du XXe siècle. On arrive, comme précisément, ça a un petit peu dégénéré. Il y a des bandes qui étaient devenues comme des troupes de gens haillons. Bon, c'était plus aussi beau qu'avant. Alors il y a une réaction qui s'est produite sous Borno, et on a décidé, étant donné que cette bande populaire avait plus ou moins dégénéré, on a décidé d'avoir maintenant
un carnaval organisé par la mairie. C'est à ce moment-là qu'on a eu ce carnaval, mais qui était plutôt un carnaval bourgeois. C'était bien plus... c'était très beau, c'était imité de ce qu'on avait comme carnaval des pays étrangers, voyez-vous, comme le carnaval de Nice, avec des chars décorés, de très beaux chars à l'époque. Et ça a continué comme ça jusqu'à nos jours. Non, maintenant, il faut dire. Non, Jusqu'à nos jours. Non, disons plutôt jusqu'à Magloire. Oui. À la fin de Magloire. Oui. Alors, au fur et à mesure, ça a perdu aussi de son aspect de défilé carnavalesque avec de beaux chars et tout. Peu à peu, ça s'est transformé en défilé de masse, jusqu'à devenir maintenant ce que nous voyons maintenant, qui n'est vraiment pas ce qu'on peut appeler un carnaval. Non. C'est plutôt... Défiler des chars, de musique, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais le fait qu'on en revienne aux bonnes à pied, qui viennent de quartiers, qui sont identifiés par région, ce serait revenir un petit peu aux origines de notre carnaval du siècle dernier, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Vous dites qu'à l'origine, donc, ce qui est devenu le défilé carnavalesque, à l'origine, c'était des bandes des quartiers populaires. Est-ce que ce qu'on a connu il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, la rivalité entre bandes et entre quartiers, est-ce qu'elle a existé à cette époque-là? Oui. C'est la bonne brille au soleil du Bel Air et la bonne foudre du ciel du Mont-Latif, c'était toujours à couteau tiré. Et c'est la raison pour laquelle, quand ces deux bandes sortaient, prenaient la rue, la police était obligée d'être présente. Oui, parce qu'il y avait pas mal de chocs qui se produisaient entre ces bandes-là. Donc ça voulait dire aussi qu'autrefois, puisque ces bandes-là sortaient au moment du carnaval, mais ça signifiait qu'elles s'exerçaient aussi avant. Est-ce que il y avait ce même phénomène que nous observons maintenant, que tout de suite après la Noël, on commence déjà à penser carnaval et à se préparer pour le carnaval? Je pense que c'était comme ça, oui. Bon, évidemment, nous appelons ça des exercices, mais en fait, je ne sais pas pourquoi on appelle ça des exercices, parce qu'au fond, ce sont tout simplement des défilés qui ont lieu avant la date du carnaval. Mais au fait, il ne s'exerce à quoi que ce soit. Dites, ces premiers défilés étaient donc des défilés des quartiers populaires. Vous dites que les gens de la bourgeoisie regardaient ces défilés et même quand les danses étaient à leur goût, les introduisaient dans leur propre bal masqué. Est-ce qu'au moment où le défilé est devenu un défilé organisé par la mairie sur un modèle de carnaval européen, est-ce qu'à ce moment-là, les bandes populaires ont été exclues? Oui. Elles ont été exclues du parcours. Elles ont été exclues du parcours. Ça n'a repris que, et encore c'était un queue de défilé, ça n'a repris que sous Vincent. Mais un queue de défilé. Mais quelle réaction? Est-ce qu'il y avait un autre carnaval à ce moment-là? Est-ce que les bonnes populaires dansaient ailleurs? Ah oui, non, les bonnes ont toujours pris, comment on dit, ont toujours été sur le béton. Ils étaient dans tous les quartiers. C'est pas qu'on les empêchait de sortir, mais simplement, ils ne faisaient pas partie du défilé officiel. Mais ils étaient un peu dans tous les quartiers. Pour terminer, évidemment, on pourrait encore en prendre, parler pendant des heures à cette émission de Port-au-Prince culturel. Pour terminer, on pourrait peut-être aller à l'autre extrémité de cette distraction populaire de foule, même si c'était le défilé bourgeois à une époque, de cette distraction de foule. Si on parlait un petit peu de la vie culturelle de l'élite, c'est-à-dire la littérature, les journaux, est-ce que la vie culturelle, intellectuelle a toujours été importante à Port-au-Prince dès la colonie? C'était surtout, évidemment, c'est très compréhensible, les Blancs, les colons, qui avaient une vie culturelle assez active du temps de la colonie. C'est pas qu'ils étaient des intellectuels extraordinaires, parce que c'était plutôt des commerçants, mais ils se faisaient une gloire d'avoir, par exemple, chez eux, de belles bibliothèques.
il y avait aussi un cabinet de lecture. Il y avait eu 2 cabinets de lecture à l'époque à Port-au-Prince. Le fait aussi d'aller au théâtre, c'était un signe qu'ils appréciaient les choses intellectuelles. Maintenant, après l'indépendance, il ne faut pas oublier qu'il y avait pas mal d'Haïtiens qui étaient maintenant des Haïtiens, puisque c'était l'indépendance. Il y en avait pas mal qui avaient fait leurs études à l'étranger, parce que c'était dans ces affranchis, et ils ont pu, par leur connaissance, par ce qu'ils avaient acquis à l'étranger, maintenir une sorte d'ambiance intellectuelle dans le pays. Parce que vous avez dit que vous avez fait vos recherches à partir des journaux, que c'est là où vous avez pu trouver une mine d'informations au cours des siècles. Est-ce que ces journaux-là disaient plus que simplement, par exemple, vous indiquer qu'il y a eu une pièce de théâtre ou bien il y a eu un livre? Est-ce qu'ils étaient vraiment... Il y avait un débat intellectuel, un débat culturel dans ces journaux-là À certaines occasions, oui. À certaines occasions. Par exemple, vous avez à l'époque de Boyer, quand on avait décidé de se débarrasser du régime de Boyer, il y a eu plusieurs journaux qui sont entrés dans l'arène, et où il y avait aussi des journaux du gouvernement. Et alors, ils étaient toujours en opposition l'un à l'autre, ils discutaient. Donc, à ce point de vue, c'était plutôt ça arrivait dans les époques déterminées. C'était pas constant. Les journaux, dans l'ensemble, c'était aussi plutôt des journaux d'information. Ils donnaient énormément d'informations sur tout ce qui se faisait dans la ville, dans tous les domaines. Et c'est fort compréhensible parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la radio, donc il n'y avait que ce seul moyen de faire que les nouvelles soient connues. Ça a été toujours comme ça. Et comme je vous disais, le fait c'est pas qu'il n'y avait pas que des journaux d'information, il y avait aussi des journaux politiques. Mais il fallait faire beaucoup d'attention parce que si vous alliez un peu trop loin, c'est la tradition. Et on a eu pas mal de journalistes qui, de temps en temps, étaient arrêtés, de journaux qui étaient fermés. C'est la raison pour laquelle ils étaient plutôt, dans l'ensemble, prudents. Sauf lorsque des circonstances particulières se présentaient et qu'ils étaient sûrs, à ce moment-là, qu'ils pouvaient parler et dire ce qu'ils voulaient. Je pense à une chose, par exemple, M. Corventon. Nous avons une histoire de la littérature haïtienne qui nous parle de tous nos écrivains depuis le début. Est-ce que, si on parcourt les journaux des diverses époques, est-ce qu'on va retrouver les noms de ces gens? Par exemple, je sais pas moi, quand Oswald Durand faisait paraître un recueil de poèmes, est-ce que c'était noté en quelque part? Ah oui. On en parlait dans les journaux. Ah oui, on en parlait dans les journaux. On annonçait même de l'apparition des ouvrages bon, en fait, il faut vous dire que il n'y en a pas eu énormément à paraître, mais quand même, quand il paraissait, et surtout quand il s'agissait d'auteurs connus, les journaux en faisaient état. Et bon, il arrivait même que plusieurs de ces écrivains, de ces intellectuels, collaboraient aussi avec certains journaux. Vous avez Oswald Durand qui collaborait à plusieurs journaux. Il a même été rédacteur en chef du Nouvelliste, quand le Nouvelliste avait été fondé. Donc c'est pour vous dire que c'était assez courant. Non seulement que eux-mêmes ils collaborent à des journaux, puisque c'était le seul moyen de se faire connaître et de faire état de ses idées. Donc autant eux-mêmes ils utilisaient le journal pour leurs pensées, pour leurs idées, autant aussi les journaux en parlaient d'eux quand l'occasion se présentait. C'est déjà presque l'heure, malheureusement, de la fin de notre émission. Mais dernière question, petite comparaison rapide. Port-au-Prince, maintenant, on dit toujours un petit peu ironiquement la République de Port-au-Prince. Est-ce que tout au long de l'histoire, Port-au-Prince s'est intéressé au reste du pays? C'est-à-dire, dans ces journaux, par exemple, est-ce qu'on parlait de ce qui se passait au Cap, de ce qui se passait à Jacmel, ou alors est-ce qu'il y a toujours une espèce de petit nombrilisme de Port-au-Prince? Non. Les journaux parlent un peu de tout.
c'était pas vraiment, on ne se considérait pas vraiment comme la République de Port-au-Prince. Parce que il faut bien vous dire que, surtout au XIXe siècle, les villes de province étaient des villes extrêmement évoluées, et qui ne se considéraient pas du tout comme tributaires de Port-au-Prince à aucun point de vue. Vous avez une ville comme Jérémie, comme Le Cap, comme Jacmel, comme Les Cailles. Ces villes étaient presque aussi évoluées que Port-au-Prince. Oui, elles auraient pu l'être, et que, en même temps, Port-au-Prince se considère comme le centre du monde. Oui, mais ça s'est accentué surtout à partir de l'occupation. Oui. Il y a eu une centralisation. Oui, il y a eu une sorte de volonté de centraliser tout à Port-au-Prince par l'occupant, parce que semble-t-il, c'était mieux pour lui comme ça. Le contrôle se faisait plus aisément. Donc, c'est à partir de là surtout qu'on pourrait parler de la République de Port-au-Prince, mais pas avant. Avant, Port-au-Prince n'avait jamais été considéré, ne s'était jamais considéré comme une république. Elle-même. Nous vous remercions, M. Corventon, et nous espérons qu'à une autre occasion, on pourra continuer à parler de cette ville. Quand même, c'est la capitale malgré tout. Oui. Au revoir. Oui, merci beaucoup.